Vous savez, ça fait plus de 6 ans désormais que je fais des vidéos sur cette chaîne, et j'ai eu l'occasion de m'intéresser à des tas d'œuvres que j'aurais sûrement ratées si je m'étais jamais lancé sur YouTube. Au sein de ces dizaines d'animés que j'ai découverts, on retrouve de tout, de l'excellent, du surprenant, de l'émouvant, et parfois même, disons-le clairement, de la grosse merde. Ainsi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'évoquer ce genre d'animé, à l'instar de Pupa, Vampire Homes ou bien encore Ninja Collection. En bref, d'énormes étrons visuels qui avaient tous un point commun, la durée. En gros, un nombre d'épisodes avoisinant la douzaine pour une durée maximum de 4 minutes pour chacun d'entre eux. Et en vrai, quand t'entends 12 épisodes de 4 minutes, tu doutes que ça sera compliqué de faire une histoire poussée avec de l'intrigue et des personnages développés. Donc en soi, j'ai envie de dire que ce format très court peut légèrement excuser la médiocrité de ces œuvres. Mais la question qui se pose alors, c'est de savoir s'il existe de véritables animés, j'entends par là ceux ayant un format classique, qui soient tout aussi éclatés au sol. Bon, je sais qu'à ce moment-là, il y a plein de petits malins qui vont se ruer en commentaire pour troll et balancer le nom d'animés super connus comme exemple, donc je vais être gentil pour cette fois, faites-vous plaisir, mais profitez-en pour lâcher un pouce bleu et vous abonner. Bref, pour en revenir à notre sujet et au vu du titre de la vidéo, vous vous doutez que oui, j'ai fini par trouver. Alors, on parlera pas ici d'Ex-Arm parce que c'est un peu trop facile, mais sachez qu'à l'instar de ce dernier, l'animé qu'on va voir aujourd'hui, j'en avais également parlé lors de ma vidéo sur les animés de 2020. Comme quoi, le monde est petit. Installez-vous bien et préparez-vous à découvrir ce que la Japanimation fait de pire, puisque l'on va parler de... Cette chaîne YouTube a de nouveau été piratée, parce que vous n'avez pas écouté mes précédents conseils. En effet, tout ça ne serait jamais arrivé si vous aviez utilisé NordVPN. Pour rappel, NordVPN, c'est le moyen ultime de pouvoir surfer sur internet de la manière la plus sécurisée qui soit, notamment sur les réseaux publics qui peuvent s'avérer extrêmement dangereux. Avec plus de 5000 serveurs déployés dans le monde entier, vous avez la possibilité de vous déplacer virtuellement en un seul clic dans l'endroit de votre choix. Ainsi, à vous la possibilité de pouvoir suivre vos contenus préférés sans restriction géographique, mais également d'avoir accès au catalogue de streaming à un prix réduit, ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir. De plus, à l'occasion de Noël, NordVPN ressort son offre phare puisque pour tout achat d'un abonnement de 2 ans, il vous offre un mois supplémentaire totalement gratuitement, tout en vous laissant la possibilité d'être remboursé au bout de 30 jours si vous n'êtes pas satisfait. Donc c'est le moment parfait pour en profiter juste avant les fêtes en vous rendant en description sur mon lien, et grâce à mon code Aniki, vous profiterez en plus d'un mois gratuit d'une énorme réduction qui ramènera le coût de votre abonnement à seulement 2,80€ par mois, ce qui est à ce prix-là carrément donné. Bref, mon intervention est terminée, je vous laisse avec votre vidéo. Ok, maintenant que tout est revenu à la normale, préparez-vous bien puisqu'aujourd'hui on va parler de Gibiate. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro, je l'avais déjà évoqué lors de ma vidéo sur les animés de 2020, sortie en octobre 2019. Ça commence à dater un tout petit peu, et à cette époque-là, j'avais dit ça. Gibiate, alors pour être honnête, je suis pas ultra fan de l'esthétisme de l'animé, trouvant ça limite moche, et quant à l'histoire, tout se déroule au Japon en 2030. Alors qu'une terrible épidémie transforme des humains en monstres, un samouraï, un ninja et une docteur s'allient pour tenter de trouver un remède. Alors oui, avant je parlais beaucoup plus rapidement, mais surtout, tout cet extrait est entièrement faux. Enfin si, je trouvais ça très moche, et c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en fait, tout ce qui est montré dans ce trailer n'apparaît pas dans l'animé. Et quand je dis ça, c'est dans le sens où le style graphique présenté n'est pas le même, si bien que toutes les scènes montrées ont été totalement modifiées, certains chara-design diffèrent complètement, et même le synopsis n'est plus exactement le même. Donc ça veut dire que un an avant l'apparition de la série, ils ont sorti ce trailer, et je sais pas trop pourquoi, mais finalement au dernier moment, ils ont décidé de tout changer et de refaire plein de trucs, ce qui est pas super rassurant. Mais du coup, Gibiate, ça parle de quoi? Tout se déroule en 2030. Quelques années auparavant, un virus s'est répandu sur la surface de la Terre, provoquant une terrible pandémie, transformant quasiment tous les êtres humains en monstres sanguinaires. Alors ouais, on comprend déjà un des gros problèmes de l'animé, mais on y reviendra plus tard, vous inquiétez pas. Bref, le monde s'est retrouvé totalement détruit, mais néanmoins une lueur d'espoir persiste, puisqu'un groupe d'êtres humains faisant face à ces créatures nommées Gibias vouent leur vie à la recherche d'un antidote. Le synopsis aurait pu s'arrêter là et nous offrir une histoire classique, du moins en apparence, mais n'oubliez pas, le mieux est l'ennemi du bien. C'est pourquoi on va rajouter une bonne couche de science-fiction pour rendre ça bien nul. Un beau jour, à Tokyo, 2 hommes se réveillent en plein milieu de la ville en étant totalement déboussolés. Et à ce niveau-là, on peut les comprendre puisqu'en réalité, tous deux viennent du passé, plus exactement de l'époque d'Edo, soit à peu près au XVIIe siècle, où l'un était un samouraï et l'autre un ninja. Par hasard, ils tombent donc sur notre groupe de survivants par l'intermédiaire d'une jeune fille du nom de Kathleen, qui, voyant leur air circonspect et leur habit moyenâgeux, comprend directement qu'ils ont voyagé dans le temps. Alors, soit elle est très perspicace, soit elle est très
déconne, hein. Alors, personnellement j'ai fait mon choix. Bref, ça choque absolument personne, surtout que bon, à leur place, si j'admets que le voyage dans le temps existe, je ferai tout mon possible pour remonter dans le passé avant le début de l'épidémie afin de sauver le monde, mais cette idée ne sera jamais évoquée au cours de l'anime. En vrai, j'ai beaucoup de mal avec les histoires de voyage dans le temps, puisque souvent le thème est très mal exploité et bourré d'incohérences. Après, bien évidemment, il y a des œuvres qui gèrent ça merveilleusement bien, mais dans Gibiate, clairement, ils en avaient rien à foutre, hein. Il y a juste un mec qui voulait absolument un samouraï et un ninja, du coup, ils ont intégré ça comme ça. Ainsi, tout notre groupe se réunit et décide donc de traverser le Japon pour rejoindre un centre de recherche qui leur permettra d'enfin réaliser le fameux vaccin. Bon, il y a aussi tout un pêle-mêle de personnages secondaires que j'ai pas évoqués, comme un moine qui lui aussi vient du passé, la mère de Kathleen, une flic, des yakuza, des soldats, un scientifique et tant d'autres, mais en soi, ils meurent tous au cours de l'anime, donc on s'en fout un peu. Alors oui, je vous spoil complètement, mais de toute manière, vous avez mieux à faire que d'aller voir cet animé, donc on va profiter de cette vidéo pour voir ensemble comment rater un anime. À mes yeux, la CGI doit servir de support à l'animation 2D. Le but, c'est surtout de rendre plus simple la création d'éléments en arrière-plan et certains plans de caméra très complexes. Après, mon souci personnel vis-à-vis de ces technologies, même très bien utilisées en premier plan à l'image des transformations dans Inuyashiki, c'est que ça me laisse un sentiment de malaise indescriptible. Et ça, c'est une perception qui m'est propre et que j'arrive à outrepasser lorsque l'animé que je regarde possède des tas d'autres qualités. Sauf que là, c'est une horreur totale, hein. Vraiment, je sais même pas par où commencer, tellement 95% des monstres qu'on voit durant ces 12 épisodes sont animés dans une 3D flinguée. Regardez, je vous montre deux screens, l'un provient de Gibiate sorti en 2020 et l'autre de Code Lyoko sorti en 2003. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de trouver lequel est lequel, et raté. Les deux screens proviennent de Gibiate. Et là encore, je parle juste de la modélisation 3D, mais c'est important aussi d'évoquer le chara-design. C'est quoi ce bordel? Quel mec s'est levé un jour pour se dire « je vais mixer un lézard et un scorpion ». Enfin, déjà, l'idée est catastrophique, mais en plus, le résultat qu'il est tout autant a été validé. Honnêtement, je sais pas quelle émotion je dois éprouver face à ce truc, hein. Je pense que ça dépasse juste toute conception logique. Alors, je me doute que au vu de la qualité de l'animation, il y a sûrement eu un gros souci de budget et que les pauvres gars qui ont travaillé sur Gibiate ont pas eu d'autre choix, hein. Surtout si on rajoute le fait que, visiblement, ils ont dû changer la balle de trucs au dernier moment, mais ça excuse pas la médiocrité de l'œuvre. Parce que avoir de bons graphismes ne garantit pas qu'un animé sera bon, et vice versa. Prenons par exemple Ping Pong The Animation. Visuellement, c'est à la limite du terrifiant, pourtant, c'est excellent. Du coup, on aurait pu largement excuser Gibiate et ses monstres de PS2, mais la raison pour laquelle on va pas le faire, c'est la mise en scène. Pour que vous compreniez rapidement le point que je veux évoquer, on va servir d'un autre exemple, One Punch Man. Alors, pas la version par Murata, parce que ça serait une insulte de dire que c'est moche, hein, sérieusement c'est une merveille sans nom, mais ce qui va nous intéresser, c'est la version originale. L'auteur One, et bon, on va dire que le dessin est pas son fort. Par contre, là où il excelle, c'est dans la mise en scène. En gros, la manière dont il va découper l'action et la représenter pour la rendre la plus fluide et la plus impactante possible. Si bien que même avec des dessins très gribouillés, on a un résultat qui, visuellement, est captivant. Sauf que la mise en scène dans Gibiate, ça se résume 90% du temps à des plans fixes, des travelling basiques et des fondus au noir, ce qui est ultra bas de gamme et sans saveur. Surtout que la réalisation doit servir au propos pour rendre l'histoire plus impactante et faire passer des messages. Le souci, c'est qu'ici, ça sert juste à nous expliquer des choses qu'on a déjà compris. Par exemple, à un moment, on a le droit à un flashback pour nous raconter comment le samouraï et le ninja se sont rencontrés. Et au plein milieu, il y a une voix off qui intervient pour nous dire « Hey, ce que tu regardes là, c'est un flashback !» Ah bah merci, hein, parce que c'est vrai qu'en tant que spectateur, je suis un peu con, hein, donc je peux pas comprendre tout seul ce que je vois à l'écran. Et là encore, c'est la narration qui est faite de manière très forcée, mais des fois, c'est le choix de la mise en scène qui vient gâcher l'attention. Je vais prendre un dernier exemple pour cette partie. Au début, on nous explique que lorsque quelqu'un se fait injecter le virus, il commence à entendre des bruits de gouttes d'eau dans sa tête. Ça se représente par cette image qui nous fait bien comprendre que le mec va mourir. Et en vrai, visuellement c'est plutôt cool, hein, mais le problème c'est qu'à chaque fois c'est giga mal utilisé. Regardez cette scène, le gars avec une tête pareille, je sais très bien en tant que spectateur qu'il va crever, donc me rajoutez pas par-dessus le truc de la goutte pour enfoncer le clou, ça n'a aucun intérêt. En fait, le gros souci de Gibiate, c'est le manque de subtilité. Je sais qu'on dit que plus c'est gros, plus ça passe, mais faut se calmer, hein, c'est plus possible. Genre, à un moment dans l'épisode 6, il y a 2 fois la même scène d'affilée, hein. Je vous jure, c'est pas une blague ou un montage de ma part, les mecs on avait juste rien à foutre. Cependant, pour l'instant, on a évoqué que l'aspect visuel de l'animé. Il est donc temps de rentrer un peu plus dans le fond. C'est un peu dégueulasse dit comme ça.
cours de mon visionnage, j'ai pris des notes sur tout ce qui n'allait pas. Le problème, c'est que je me suis retrouvé très vite avec trop de choses à dire, si bien que j'ai dû faire un énorme tri, mais en réalité, j'aurais pu parler en détail de chaque épisode tellement rien ne va. Tenez, par exemple, lorsque Kathleen fait la connaissance du samouraï et du ninja, son premier réflexe, c'est de leur donner de nouvelles fringues. On peut se dire que les gars ont des dégaines du XVIIe siècle, donc au moins ça permettra qu'ils se fondent un peu plus dans la masse avec pourquoi pas des tenues un peu plus militaires. Voilà, ça c'est la logique de base, mais en réalité ça se résume juste à les déguiser. C'est pas une blague, hein. Genre il y en a un qui finit en espèce de cosplay de Kaiba dans Yu-Gi-Oh! Et l'autre en Lancer de Fate, hein. C'est juste formidable. Mais bon, comme j'ai dit, je vais pas m'attarder sur tous les détails ou toutes les incohérences, néanmoins j'aimerais un peu parler des facilités scénaristiques. Et à ce niveau-là, il y a l'embarras du choix, hein. La fiancée du ninja qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Kathleen, la mère de cette dernière qui par chance connaît par cœur l'époque d'Edo, ou encore le fait qu'au beau milieu de Tokyo, une ville qui fait pour rappel plus de 2000 km², ils arrivent de 1 à tomber par hasard sur le moine qui lui aussi a voyagé dans le temps, mais également sur une exposition de l'époque féodale, dans laquelle se trouvent toutes les anciennes armes en parfait état de nos amis voyageurs du temps. Et le pire, c'est que même les personnages de l'animé ont conscience que ça fait peut-être un peu beaucoup trop de coïncidences. これは偶然なの？ Mais bon, là où on atteint le sommet, c'est que au cours de leur voyage, ils tombent, là encore par hasard, sur une flic badass au beau milieu d'un tunnel. Mais surtout, plusieurs kilomètres plus loin, ils vont également se retrouver face à un petit gang de Yakuza qui passait par là, et dont le chef est en réalité le père de la meuf qu'ils ont trouvé dans le tunnel. À ce niveau de chance, faut vraiment aller jouer au loto. Mais bon, si on enlève ces facilités scénaristiques et tous les soucis liés à l'animation, peut-être que l'histoire va sauver le truc. Je sais même pas pourquoi je dis ça, vous savez très bien que non. En réalité, au cours de l'animé, il se passe pas grand chose, hein. Tous les épisodes se ressemblent, le seul fil rouge c'est le voyage à travers le Japon et que surtout plusieurs fois il se retrouve face à un super Gibias du nom de Meteora. Mais le problème c'est que arrivé à l'épisode 10-11, soit quasiment la toute fin de la saison, il y a un mec qui a dû se lever dans le studio et dire ce serait peut-être bien d'expliquer un peu l'histoire, non? Et ça donne lieu à un enchaînement de situations et de révélations juste fantastique. Vous savez, dans ma vidéo sur les pires épisodes de Fairy Tail, je vous avais parlé du fameux « T'inquiète, c'est magique », mais là, on a eu le droit à une variante, le « T'inquiète, c'est scientifique ». Installez-vous bien et croyez-moi sur parole, tout ce que je m'apprête à vous dévoiler est la réelle fin de Gibiate. Donc ils finissent enfin par arriver à l'endroit prévu pour que le scientifique puisse finir son vaccin. Seulement une fois au centre de recherche, ils se font de nouveau attaquer par le Meteora, sauf que cette fois-ci, ils arrivent enfin à le tuer. Ça aurait pu s'arrêter là, le mec trouve l'antidote et tout est bien qui finit bien. Mais non. En découvrant que Meteora est morte, parce que oui c'est une femme, le scientifique sort soudainement de ses gonds et dévoile la vérité. Tous deux sont en réalité des extraterrestres. Sur leur planète natale, il existe du sang divin qui soit confère à quiconque le boit une puissance remarquable, soit le transforme en monstre. Ainsi, le mentor du scientifique et fiancé de Meteora créa un sang artificiel que Meteora ingéra par mégarde, ce qui la transforma alors en cette magnifique créature polygonale. Et jusque là, c'est déjà bien tiré par les cheveux, mais c'est pas fini. En réalité, notre ami scientifique était amoureux de Meteora et dévoie donc sa vie à trouver un antidote pour elle. Seulement, le roi de son monde finit par mourir, ce qui provoqua l'explosion d'une guerre civile. Ainsi, face au danger, il n'eut pas d'autre choix que de quitter sa planète, accompagné de Meteora et de plusieurs échantillons du virus. Cependant, toujours plus de rebondissements, durant sa traversée de l'espace, il se rapprocha trop près du soleil, ce qui désagrégea sa navette et la fit se cracher en partie sur Terre. C'est donc à cause de cet événement que nos deux amis aliens et le virus sont arrivés sur notre bonne vieille planète, mais par contre on n'a toujours pas l'explication pour le voyage dans le temps de nos trois guerriers féodales. Et c'est là qu'intervient le « t'inquiète c'est scientifique », parce qu'ils auraient pu justifier ça par le destin ou par une forme divine qui les aurait choisis pour sauver le monde, mais non. En fait, comme je l'ai dit plus tôt, la navette ne s'est crashée que partiellement. Les restes du cockpit ont orbité autour de la Terre pendant quelques années avant de s'écraser à leur tour. Seulement, lorsque Kathleen vit les débris tomber en direct, elle crut à une pluie d'étoiles filantes, et face à ce spectacle, elle fit le souhait suivant. S'il vous plaît, Dieu, aidez-nous. Serait-ce du coup vraiment une intervention divine? Et pas du tout. Les débris du vaisseau qui s'écrasait sur Terre contenaient encore l'intelligence artificielle de la navette. Ainsi, grâce au système télépathique du vaisseau, ce dernier capta les pensées de Kathleen et fit donc voyager dans le temps nos trois guerriers. Voilà. C'est du grand art. Et du coup, pour justifier ça, on nous lâche la phrase « Non mais en fait c'est pas dû au destin, c'est simplement la science qui a fait ça, c'est les règles de l'univers. » Mais je me dis quand même que
Quand t'as une technologie aussi puissante entre les mains, autant lui demander directement de tout régler, hein, ça aurait pu éviter l'existence de toute cette merde. Alors, je vous passe la fin, hein, le scientifique s'injecte un super virus et finalement tout le monde meurt sauf nos 3 personnages principaux qui s'échappent avant de nous laisser sur une ouverture sur une potentielle saison 2, qui, j'espère de tout cœur, ne verra jamais le jour parce que ça serait honteux. Au final, Guy Biaté est une synthèse parfaite d'un mauvais animé. Vous savez, parfois certaines œuvres nulles deviennent attachantes et amusantes, c'est ce qu'on appelle des nanars. Mais là, en fait, c'est juste l'exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire. En réalité, je pense que regarder Guy Biaté, ça permet juste de se rendre compte de ce qu'on prend pour acquis dans la création d'une série ne l'est pas pour tout le monde, et qu'au final, on a vraiment de la chance d'avoir accès à autant de bons animés. Je sais que vous aimez faire l'inverse de ce que je vous dis, mais vraiment, n'allez pas le voir, et à la place, si vous voulez un bon animé, regardez par exemple Usama Ranking, c'est tout récent, c'est trop bien. Bref, le tour est fait, si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, et surtout, n'hésitez pas à profiter de l'offre de NordVPN d'un mois gratuit pour tout abonnement de 2 ans. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, 15 h pour une nouvelle vidéo, c'était Alinky, ciao.